Le podcast de la CPTS Paris 8. Yvan Scriabine, bonjour. Bonjour. Tu es néphrologue et merci d'avoir accepté cette invitation pour qu'on parle du rein. On va parler du rein et on en a parlé déjà dans un premier podcast. On parle de la maladie rénale chronique et on a parlé d'hypertension artérielle. On a l'impression que c'est un truc un peu pivot avec une hypertension qui risque de provoquer une insuffisance rénale ou une maladie rénale chronique, mais en même temps une maladie rénale chronique qui risque de donner de l'hypertension. Explique-nous ça. C'est exactement ça. En fait, c'est difficile de faire un peu le tri dans ce qui est la poule, ce qui est l'œuf. Il faut savoir qu'une hypertension artérielle, qui est donc bien sûr très fréquente et qui est de toute façon, même pour les comorbidités autres cardiovasculaires que l'on connaît, il faut absolument la contrôler. Mais en fait, elle est aussi associée à un risque de développer une maladie rénale chronique. Et l'inverse est également vrai. Parfois, le premier signe d'une maladie rénale chronique, avec juste un organe malade qui est le rein, ça peut s'annoncer par une hypertension artérielle qui soit apparaît de novo, comme on dit, ou qui devient plus difficile à contrôler, alors même que le patient prend bien ses traitements, qu'il respecte bien le régime qu'on lui a conseillé. Et donc, ça peut être vraiment un signe de maladie rénale chronique. Dans quel cas, en fait, le médecin va faire un bilan pour aller savoir si c'est le rein qui est responsable d'une hypertension chez quelqu'un qu'on voit, parce qu'on voit énormément de gens hypertendus quand même. Exactement. Et de toute façon, en fait, toute hypertension de diagnostic récent doit faire réaliser plusieurs examens qui sont vraiment à visée rénale, notamment un dosage de créatinine. Donc pour voir si ça s'élève, ça peut être déjà une définition, ce qui définira une maladie rénale chronique. Et ensuite, il doit faire aussi une bandelette urinaire afin de voir s'il n'y a pas des traces de sang sur cette bandelette, ce qui n'est pas normal, et de voir s'il n'y a pas également des protéines dans les urines, ce qui n'est pas non plus normal. Là, quand on recherche l'hématurie, c'est les traces de sang dans les urines, ou une protéinurie ou albuminurie dans les urines, là aussi, c'est ce qu'on cherche, c'est quoi la maladie rénale chronique, finalement. C'est un des signes, oui, tout à fait. Et en fait, ça nous orientera un petit peu sur sa cause. C'est-à-dire que là, on peut penser que le néphron, dont on avait déjà donné la définition, mais que tu pourrais nous redonner, celui qui filtre en fait l'urine, il laisse passer des éléments qui ne devraient pas passer dans les urines, c'est ça ? Ouais, exactement. Le néphron, c'est une petite pelote vasculaire où il y a plein de petits vaisseaux qui sont associés, où le sang directement passe et ensuite est filtré. Donc il y a une sorte de barrière où des éléments passent. Il y a de l'eau, il y a aussi des petites molécules, plein de petites choses qui sont censées être ensuite éliminées dans l'urine. Mais ces éléments ne doivent normalement pas contenir de protéines ni de globules rouges. Ils sont censés être restés dans le sang, finalement. Et lorsque cette barrière de filtration est abîmée par telle ou telle maladie, ou par une hypertension plus ancienne, ou n'importe quelle autre maladie, donc il y a beaucoup de causes, mais finalement, ça laisse passer ces éléments, et donc on les retrouve sur nos analyses biologiques, que même une bandelette urinaire peut suffire à le dépister, et ensuite on ira un petit peu plus loin, bien sûr. Comme le filtre à café qui laisse passer des grains de café. Exactement. Voilà, quand il est c'est abîmé. entartré, il faut aller voir pourquoi est-ce que c'est entartré. D'accord. Et donc, si on revient à l'hypertension, donc difficile de savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais de toute façon, on la traite le plus possible. Mais est-ce qu'on traite le rein quand on traite l'hypertension ? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment l'enjeu spécifiquement de l'hypertension associée à une maladie rénale chronique. Il y a des molécules à utiliser de façon préférentielle et le développement, ou en tout cas le non-contrôle d'une hypertension artérielle, de toute façon est associé à une progression de l'insuffisance rénale avec une créatinine qui, au fil des années, va augmenter de plus en plus et faire avancer la maladie rénale chronique dans les stades dont on a parlé sur le podcast précédent. Et donc le but de contrôler l'hypertension, ça va être vraiment pour préserver la fonction rénale sur le long terme. Alors, il y a des médicaments spécifiques pour contrôler l'hypertension quand on a une insuffisance rénale ? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux classes de médicaments, surtout qu'on utilise déjà de façon classique dans l'hypertension artérielle, qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc les IEC, ou les antagonistes du récepteur à l'angiotensine 2, les ARA2. Donc, en fait, c'est tous les médicaments qui se finissent en pril pour les IEC, et c'est tous ceux qui se finissent en sartan pour les ARA2. Et donc ça, c'est des médicaments qui ont un rôle sur le système cardiovasculaire et donc qui vont réguler vers le bas le niveau de pression artérielle, mais qui vont aussi avoir un effet propre sur la vascularisation directement au sein du rein, au contact du néphron donc,
pour essayer de réduire la pression sur ce filtre lorsqu'elle est trop importante et donc contribuer à sa préservation. Donc, si on utilise ce produit et qu'il est insuffisant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs options. Il y a aussi toutes les autres mesures que les mesures médicamenteuses. Il y a notamment sur la consommation de sel, puisque la consommation de sel, chez une majorité de patients, finalement, est associée à un mauvais contrôle de l'hypertension et donc à une majoration de la dégradation de la fonction rénale, à une augmentation du taux de protéines dans les urines. Tu peux nous expliquer pourquoi le sel, c'est pas bon, en fait, pour Le sel l'hypertension? directement, en fait, ça va venir un peu gonfler le contenu qu'on a dans les vaisseaux et donc ça va augmenter la tension qu'il y a dans le sang, donc la pression artérielle directement du patient. Et donc ça, le rein, c'est une charge supplémentaire de travail qu'il va avoir à assumer, puisque c'est lui qui l'élimine, en fait, qui adapte les sorties au niveau des urines à ce qu'on ingère. Et donc, s'il a cette surcharge de travail, il ne va pas forcément pouvoir la faire pendant de très nombreuses années. D'accord. OK, donc maintenant je reviens, la tension n'est toujours pas contrôlée, pourtant j'augmente les doses, je fais quoi? Alors, J'associe d'autres médicaments? bien sûr, il y a toutes les autres molécules qu'on connaît classiquement dans l'hypertension artérielle. Et parfois, lorsque cette hypertension n'est pas bien contrôlée, on associe plusieurs médicaments. Donc, ça fait des fois des ordonnances un petit peu plus longues, hein. Mais il y a aussi les médicaments, par exemple les diurétiques, qui, eux, vont directement déverrouiller le rein pour ce qui est de la réabsorption de sel. Et donc là, on va pisser du sel, littéralement. Et donc ça, c'est un très bon combo, par exemple un IEC et un thiazidique, qui sont des médicaments qu'on utilise classiquement là-dedans, pour augmenter l'excrétion de sel et donc réduire le niveau de pression artérielle. D'accord. Il y a d'autres molécules qu'on peut utiliser encore ou il y a d'autres procédés pour diminuer la pression artérielle? Alors, pour la pression artérielle directement, il y a après tout ce qui est bêta-bloquant, qu'on n'utilise pas spécifiquement forcément au niveau rénal, mais qui ont de toute façon un rôle sur le niveau de tension artérielle. Il y a ensuite donc les diurétiques, il y en a plusieurs classes. Il y a la spironolactone, par exemple, qui va aussi être pas mal utilisée côté cardiologie. Et ensuite, on a les plus classiques, qui sont les inhibiteurs calciques, qu'on utilise vraiment souvent en première intention, qui n'ont pas encore une fois d'effet propre au niveau rénal, mais qui vont aider au niveau du niveau de pression artérielle. Alors, je veux juste revenir parce que très souvent, les patients n'en sont pas vraiment informés et quand ils l'apprennent au cours de leur contrôle biologique, c'est le potassium. Et très souvent, il faut qu'on gère le potassium chez ces patients-là. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce potassium? D'abord, c'est Ouais. quoi le potassium? Alors, le potassium, c'est ce qu'on appelle un ion, donc c'est une toute petite molécule qui se balade dans le sang, qui normalement est à taux très faible dans le sang, puisqu'en fait, il est surtout utilisé dans la cellule, et donc c'est la cellule qui va capter un peu de tout notre corps, hein, pour faire son fonctionnement de base. Et lorsqu'il a tendance à s'élever, effectivement, ça peut être associé à des effets néfastes au niveau cardiaque, au niveau neurologique, au niveau musculaire. Et le rein, finalement, c'est le seul organe qui est capable d'éliminer ce potassium lorsqu'il est en excès. Donc on imagine bien que quand il y a une maladie rénale chronique, ça peut s'associer à une élévation, à une augmentation de ce taux de potassium. Et donc effectivement, ce contre quoi on va essayer de lutter. D'accord. Donc, il faut être relativement vigilant et chez les hypertendus, surtout si la créatinine est élevée, d'aller vérifier le ionogramme sanguin. C'est comme ça Exactement. qu'on Ça, appelle. c'est vraiment les examens de routine qu'on va faire avec le dosage de la créatinine aussi. Un message à passer, peut-être encore un dernier message par rapport à l'hypertension et l'insuffisance rénale ou la Oui, maladie tout à rénale fait. chronique? Globalement, l'hypertension, elle est fréquente. Les objectifs de tension artérielle, ils sont bien sûr à cibler de façon assez stricte, avec des mesures qui peuvent être parfois vues comme contraignantes, mais qui en fait sur le long terme sont quand même vraiment, 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 vraiment contributifs sur ce qui est de la préservation de la fonction rénale. Et donc, ça va avec des mesures hygiéno-diététiques dans un premier temps, donc avec une activité physique adaptée, avec un régime qui comporte pas trop de sel, c'est-à-dire on ressale pas les plats par exemple, on évite d'utiliser des produits tout préparés, on privilégiera une alimentation avec des produits frais. Et ensuite, bien sûr, les médicaments, quitte à en avoir plusieurs, l'objectif étant d'avoir un niveau de tension artérielle qui soit stable et qui soit aux objectifs qu'on s'est fixés. Et J'en donc, profite pour passer un petit message. Les nouvelles recommandations sur l'hypertension artérielle conseillent de donner d'ailleurs des petites doses de plusieurs médicaments en même temps plutôt que de donner un médicament
c'était ce qu'on avait l'habitude de faire avant, qu'on augmentait au fur et à mesure pour obtenir... Oui, exactement. On a des meilleurs résultats et moins d'effets indésirables aussi. Voilà. Donc, Exactement. Donc, d'avoir plusieurs molécules, il ne faut pas être étonné si on a plusieurs molécules. Ça ne veut pas dire forcément que l'hypertension, elle est sévère encore, mais que c'est peut-être le meilleur moyen de la contrôler non, c'est ça, on va jouer sur plusieurs mécanismes finalement, et c'est ça qui finalement sera la clé. Merci beaucoup, Yvan Scriabine. Merci.